C'est ça. Du coup, on va prendre la suite, du coup. Donc, pour la suite, nous allons accueillir Pierre-Yves Blanchard, qui est en visio avec nous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Bienvenue à Châlons déjà. Merci. C'est original comme présentation. Donc nous sommes tous réunis pour t'écouter. Je vais te laisser te présenter. Et 15 minutes. Tu as à peu près une vingtaine de minutes. Ok, on compte sur toi pour faire au mieux. Oui, on t'entend bien. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir proposé de faire cette présentation. C'est vrai qu'il y a eu des changements récents sur le programme, mais je suis vraiment très content de pouvoir vous parler. On m'a proposé de vous faire une controverse sur les IPA en réanimation. Je vais plutôt élaborer sur le sujet qu'être dans la controverse, mais voilà, je vous parle très brièvement de mon parcours pour vous expliquer pourquoi je vous fais ce topo aujourd'hui. Donc je suis effectivement infirmier en pratique avancée. Je ne travaille plus en réanimation aujourd'hui, mais j'ai été longtemps, à peine un peu moins de 10 ans, infirmier référent en réa à l'hôpital Tenon à Paris. Et je traîne encore mes guêtres dans les assauts de réanimation. Je suis membre de l'AFNIR et je suis représentant français dans la Fédération européenne des infirmiers, des associations d'infirmiers de réanimation. Donc voilà, je suis particulièrement content de pouvoir faire ce topo. J'ai pas de lien d'intérêt en lien avec cette présentation. Alors déjà, qu'est-ce que c'est être IPA ? Il y a une définition internationale qui a été faite par le Conseil international des infirmières en 2008. IPA, c'est être une infirmière avec un diplôme d'État ou certifié qui a acquis des connaissances théoriques et un savoir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes. De même que donc acquérir des compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de son métier, pratique avancée dont les caractéristiques sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmière sera autorisée à exercer. C'est un master qui est recommandé comme diplôme d'entrée. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça ? Déjà, on ne peut pas s'improviser IPA, il faut avoir un diplôme ou bien une certification dans certains pays, mais voilà, un diplôme d'État qui protège le titre. Et puis on va développer au travers de la formation qui conduit à ce diplôme, des connaissances, des savoir-faire, et tout ça, ça constitue des compétences pour des prises de décision complexes. Donc voilà, il y a un changement de position, un changement de posture, conforté par une formation et un diplôme pour la prise en charge des patients. Et on voit que la pratique avancée, elle peut être adaptée en fonction du contexte dans lequel on se situe. Et donc, il y a plein de façons différentes d'être IPA en fonction des pays, en fonction des besoins et en fonction des contextes. Et quelles compétences pour les IPA ? Donc ça, c'est les travaux d'Anne Amrick, une infirmière qui a travaillé sur américaine, qui a travaillé sur la conceptualisation de la pratique avancée, et elle a conceptualisé 7 compétences pour les IPA. Au centre, le cœur de notre activité, c'est la pratique clinique directe, et puis 6 compétences périphériques: l'expertise, la consultation, la recherche, le leadership, la collaboration et l'éthique. Finalement, dans ces 7 compétences, il n'y a rien de spécifique aux IPA. C'est des compétences qu'on retrouve dans toutes les formations, dans toutes les professions infirmières et même dans d'autres métiers. Simplement, on a une formation approfondie dans ces compétences-là et on est formé à pouvoir les utiliser tout en même temps au service de la pratique clinique directe. Et quel type d'exercice on peut avoir ? Dans les modèles internationaux, il existe 2 grands types d'IPA, je dirais. Les infirmières praticiennes d'une part, c'est des modèles qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis par exemple. Les infirmières praticiennes, c'est des infirmières qu'on va retrouver plutôt en ville, dans des soins ambulatoires, pour le suivi des patients. Et donc elles vont avoir des compétences cliniques, à la fois du côté des soins infirmiers et du côté des soins médicaux. Et leurs compétences, elles vont être ancrées dans l'évaluation du patient, diagnostiquer des situations, gérer les patients dans une prise en charge globale, plutôt, je vous le disais, en soins primaires aux États-Unis, mais ça peut être dans des établissements aussi à d'autres endroits. Et puis, ça va être des soins continus, un parcours de soins pour des patients qui ont des pathologies chroniques, une prise en charge qui s'inscrit dans la durée.
Et puis on retrouve un deuxième grand modèle, il y en a d'autres, mais un deuxième grand modèle, c'est l'infirmière clinicienne spécialisée, pareil qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, mais à d'autres endroits aussi. Et donc là, ça va plutôt être ancré dans une expertise clinique dans un domaine spécifique. Et donc c'est des infirmières dont l'activité va être ancrée autour de conseils, de soins cliniques d'experts, d'après des diagnostics qui sont établis dans des domaines de pratique spécialisés. On va retrouver des infirmières cliniciennes spécialisées en néphrologie, dans le diabète, on peut en retrouver dans d'autres domaines plus techniques aussi. On va en retrouver par exemple en réanimation, des infirmières qui vont avoir des activités très transversales autour des procédures de soins, de la formation, l'évaluation des pratiques professionnelles, etc., etc. Et donc, on va être dans une approche vraiment systémique de la pratique en tant que membre de l'équipe soignante, où voilà, on va pouvoir être dans l'évaluation. Est-ce qu'il y a des exemples en réanimation ? Eh bien, je vous le disais pour la pratique avancée, et c'est très vrai aussi spécifiquement pour la pratique avancée en réanimation, il y a une grande variété des rôles et de l'autonomie d'un pays à l'autre. Alors, je vais essayer de vous prendre quelques petits exemples pour illustrer. C'est pas du tout exhaustif, mais parce qu'il y avait des papiers qui décrivaient bien la pratique. Là, un exemple en Australie où on a une description un petit peu du programme de formation. Donc le NMBA, c'est l'ordre infirmier, si vous voulez, donc qui va autoriser la formation de niveau master. Il y a une formation, donc une première année qui est une formation généraliste sur l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie, le raisonnement clinique, et puis acquérir des connaissances théoriques autour de modèles de soins. Pardon. Excusez-moi. Et puis une deuxième année avec une formation spécifique aux soins de réanimation, avec notamment une pratique supervisée, donc des stages concrètement. Et puis une formation aussi procédurale avec des actes techniques qui sont transférés aux infirmières, aux IPA de réanimation. Pose d'accès vasculaire, cathéter veineux centraux, cathéter artériel, transfert de patients ventilés à l'intérieur de l'hôpital, gestion des trachéostomies, etc. Et puis aussi la gestion des cas. Donc vraiment parcours de soins, évaluation des patients, adaptation des prescriptions. Pardon. Et donc c'est un programme universitaire et il y a une formation spécifique pour la réanimation. Et donc ils décrivent un petit peu les actes qu'ils peuvent faire. Pareil, je détaille quelques actes, mais c'est pas du tout exhaustif, ça me paraissait un petit peu intéressant. Donc il y a les insertions de cathés périphériques et centraux, y compris les PICC line, les cathéters de dialyse et les cathéters veineux centraux, et puis les cathéters artériels. Un autre exemple un petit peu, c'est pouvoir faire de la prescription et prescrire des examens complémentaires qui vont servir à affiner les diagnostics. Gérer les trachéostomies, et puis par exemple d'autres actes qui peuvent être intéressants, coordination des soins en équipe pluridisciplinaire. Par exemple, ils décrivent un petit peu dans l'article sur des patients qui vont rester hospitalisés longtemps en réanimation. Comment est-ce qu'on coordonne l'équipe pluridisciplinaire pour optimiser les soins de ces patients? Il y avait des papiers un peu plus anciens suisses qui décrivaient très bien aussi cette activité-là, comment les IPA pourraient contribuer à la prise en charge de ces patients complexes dont les soins vont durer longtemps en réanimation. Comment est-ce qu'on peut adapter la prise en charge, proposer de la mobilisation précoce, des choses comme ça. Voilà, l'IPA va pouvoir participer aussi à l'éducation thérapeutique et au soutien psychologique à la fois de la famille et du patient, et puis faire un focus sur la réduction des complications en réanimation, diminuer le délirium, diminuer les infections nosocomiales, diminuer les thromboses veineuses. Voilà, des exemples d'implications infirmières qui paraissent particulièrement intéressantes. Un deuxième exemple, toujours dans la même revue, mais on change de pays, là on part au Royaume-Uni.
où ils décrivent bien 4 piliers pour l'IPA en réanimation, une prise en charge clinique, où on retrouve un petit peu des choses similaires. Évaluation du patient, prescription, participation à la continuité de la prise en charge, mais aussi des activités plus transversales autour de la formation, du leadership. Donc le leadership, ça va être accompagner les équipes au changement, ça va passer par la formation, ça va passer par des procédures de soins, ça va passer par des réunions, échanger en équipe, faire de l'analyse des pratiques professionnelles, etc., etc. Et puis un 4e pilier autour de la recherche. Et donc ils décrivent là un petit peu, très brièvement, j'ai pris une petite ligne sur le pilier clinique. ACCP, donc c'est les IPA de réanimation, ils vont évaluer le patient, proposer un plan de soins, se référer aux autres membres de l'équipe et aux autres membres de l'hôpital pour la prise en charge du patient, les kinés, la diète, la psychologue, etc. Faire des prescriptions et puis demander des examens complémentaires pour affiner le diagnostic, évaluer le suivi du patient, ajuster la prise en charge, etc., etc. Bon voilà, c'est des petits exemples que j'ai pris qui sont pas du tout exhaustifs, mais ça illustre un petit peu ce que pourrait faire un IPA, en tout cas ce que font les IPA dans d'autres pays, vous remarquerez plutôt anglophones en réanimation. Mais quel impact ça a ? Eh ben, on a quelques éléments de littérature. Là, une revue systématique qui a été publiée en 2017. Donc, c'était une revue narrative. Et donc, il retrouvait des éléments qui étaient plutôt en faveur du déploiement des IPA en réanimation, avec une amélioration de la durée de séjour des patients. Du temps consacré à l'évaluation du patient et au traitement, une amélioration de la mortalité, une amélioration de la satisfaction des patients et peut-être même une économie, une diminution des coûts inhérents à la prise en charge. Et puis une deuxième revue de la littérature qui reprenait toutes les données publiées entre 2008 et 2018. Et donc ce qu'il disait, on retrouve des éléments un peu similaires. Où là, on retrouvait une amélioration de la diminution de séjour, de la mortalité, une amélioration aussi de toutes les mesures en lien avec la qualité des soins. Donc on améliore la démarche qualité dans les services, rapporter les événements indésirables, les analyser en équipe, mettre en place des procédures de soins pour améliorer la qualité des soins. Et puis il y avait une majorité des études qui démontraient que l'impact sur les patients était ou bien similaire ou bien amélioré quand on avait des IPA, ce qui est tout à fait rassurant. Et donc pour reprendre un petit peu les exemples en réanimation, ça c'est une petite enquête qu'on avait fait avec la Fédération européenne, qu'on a publiée l'année dernière, sur un état des lieux en Europe. Et donc j'ai surligné uniquement les formations de Grandmaster, mais c'est pas du tout exhaustif, parce que quand vous voyez le terme postgraduate, c'est une formation post-diplôme de formation initiale, et donc ça peut aussi regrouper des formations IPA. Vous voyez par exemple la dernière ligne, c'est le Royaume-Uni, ils n'ont pas déclaré avoir de master, mais pourtant on vient de voir un papier où ils disent avoir des IPA. Donc vous voyez qu'il y a des exemples en Europe où on a des formations de type IPA, des formations avancées avec un élargissement des compétences et des connaissances pour pouvoir prendre des décisions complexes auprès des patients et participer à la vie de l'équipe au travers de la formation, du leadership et de la recherche. Voilà, et justement, au niveau européen, il y a un travail qui a été fait par les IGM qui propose des compétences pour les IPA en réanimation en Europe. J'ai pas repris le détail de ce papier parce que ça mériterait de faire une présentation à part entière là-dessus et c'était pas le sujet, mais voilà, on retrouve des choses quand même très similaires autour de l'évaluation globale de la personne soignée à différentes échelles, la ventilation,
les problèmes rénaux, la ventilation, l'hémodynamique, et la prise en charge globale, et puis des activités transversales autour de la formation, du leadership au sein de l'équipe, etc., etc. Voilà, donc il y a des travaux qui existent pour essayer d'unifier les choses à l'échelle européenne, mais c'est pas porté aujourd'hui au niveau politique, ni par nos politiques en France, ni par nos politiques à l'échelle européenne. Il reste un travail de lobbying à faire pour impacter les politiques de soins. Et donc ça va passer par poursuivre la recherche sur ces thèmes-là et puis s'impliquer dans les associations. Sabine en a très bien fait la promotion, l'Avenir et d'autres associations pour pouvoir impacter les politiques de soins et essayer de tendre vers ces choses-là parce qu'on a vu, il y a un impact positif pour les patients. En France, quel est l'état des lieux ? On a déjà des IPA avec une formation à l'université. C'est une formation de 2 ans répartie en 4 semestres. Et il y a aujourd'hui 5 domaines d'activité pour les IPA. Les pathologies chroniques stabilisées, la prévention et les polypathologies courantes en soins primaires, dans laquelle dans ce domaine d'activité, on va retrouver 7 groupes de pathologies qui sont répartis autour de 4 spécialités médicales. On va retrouver de la neurologie, de l'endocrinologie, de la cardiologie et un petit peu de pneumo. On retrouve le champ de la cancérologie autour du domaine d'activité oncologie et hémato-oncologie, le champ de la néphrologie autour de la maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale, et puis psychiatrie, une mention psychiatrie et santé mentale et une mention autour des urgences. Aujourd'hui, il n'y a rien autour de la réanimation. J'ai parfois des questions pour savoir si avec la mention urgence, il n'y aurait pas un parallèle à faire en réanimation. Les IPA aux urgences en France ne sont autorisés à ne travailler que dans une structure habilitée à pouvoir faire des urgences. Donc ce sont les services d'accueil et d'urgence, les UHCD et puis les SAMU-SMUR. Comment exercent les IPA ? Ils exercent dans une équipe coordonnée par un médecin. Ils participent à la prise en charge globale des patients. En tenant compte de son environnement, de ses ressources, de son soutien social, en tenant compte aussi de la prévention, du dépistage, de l'éducation du patient. Donc vraiment être dans la prise en charge globale du patient, outre son suivi clinique. Et donc on peut avoir des patients adressés par le médecin, et c'est un peu plus nouveau là depuis le mois de janvier, des patients qui peuvent venir voir directement un IPA, donc c'est ce qu'on appelle l'accès direct. Et au niveau de nos missions cliniques, on va pouvoir faire à proprement parler une consultation avec un entretien singulier avec le patient pour faire un interrogatoire, recueillir l'histoire de sa maladie, procéder à un examen clinique pour avoir une évaluation globale de la personne, pas seulement sur les aspects médicaux, mais vraiment, je vous le disais, aussi sur les aspects biopsychosociaux, les piliers des sciences infirmières. On va aussi avoir une évaluation spécifique sur les traitements, évaluer l'observance du patient et évaluer les risques liés à son traitement et notamment repérer les effets indésirables des traitements, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux d'ailleurs. On va pouvoir avoir un rôle autour des examens complémentaires. On peut nous réaliser certains actes techniques sans prescription médicale, par exemple des explorations fonctionnelles respiratoires, un prélèvement artériel, une prise de sang, poser une sonde urinaire, voilà. Bon, la liste n'est pas du tout exhaustive, mais c'est pour vous donner quelques idées. On peut nous aussi demander des examens complémentaires, par exemple de l'imagerie, je peux pouvoir prescrire un scanner, une radio, etc. Et puis on peut interpréter un certain nombre de ces examens complémentaires pour en tenir compte dans notre raisonnement clinique et prendre des décisions auprès du patient. Et on a aussi une activité de prescription. Alors on peut prescrire des dispositifs médicaux et des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. Ça, c'est tout ce que vous allez retrouver en vente libre en pharmacie, par exemple le paracétamol, certaines crèmes. L'intérêt, c'est d'avoir une part de remboursement par la sécurité sociale éventuellement. Et puis on va avoir une possibilité de renouveler et adapter des prescriptions médicales. Donc sur les prescriptions médicales, moi je peux pas ajouter un nouveau
nouveau traitement dans la prescription de mon patient, mais je vais pouvoir renouveler la prescription médicale et éventuellement adapter la posologie, ou moi je fais pas mal de pneumo, donc je vais pouvoir adapter par exemple le dispositif inhalé. Si le patient n'arrive pas à prendre sa ventoline, à coordonner la main avec la bouche, et ben on va proposer un autre dispositif, les remire ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi des activités transversales, on en parlait un petit peu sur les modèles internationaux. L'IPA en France, il peut aussi avoir une activité de leadership, transformer les pratiques soignantes dans les services, participer à ça, participer à introduire de l'innovation à l'intérieur des services. Et on est formé aussi à l'évaluation des pratiques professionnelles. Donc ça, c'est des méthodologies qui sont structurées. Par exemple, des méthodologies que vous avez peut-être déjà vues dans vos services, ça va être l'audit. On a une grille d'audit et puis on va aller évaluer sur le terrain les pratiques professionnelles et voir si ça correspond aux recommandations. Et l'idée, ça va être de pouvoir mettre en place des actions pour faire tendre les pratiques vers les recommandations. Une autre modalité d'évaluation des pratiques professionnelles, ça va être par exemple le patient traceur. Personnellement, j'aime bien cette méthodologie parce que on va aller voir le dossier du patient, regarder un petit peu les éléments de son parcours pendant son hospitalisation, essayer de repérer des axes d'amélioration. Ensuite, on va aller voir le patient et ou ses proches pour l'interviewer, pour pouvoir recueillir son avis. Et moi, j'aime bien cette méthodologie pour cet axe-là parce qu'on va aussi aller recueillir le point de vue du patient et c'est quand même hyper important. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail de prospection, on va se poser en équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Donc, on va avoir tous les membres de l'équipe, les aides-soignants, les infirmiers, les diètes, les kinés, les médecins, les cadres de santé, etc., les infirmiers référents. Et puis, on va avoir aussi les équipes partenaires. On va avoir éventuellement les manip radio, on va avoir éventuellement les chirurgiens, voilà, enfin tous les membres qui participent au parcours du patient. Et on va reprendre tous les éléments qu'on a été regardés dans le dossier et en interviewant le patient. Et puis on va se poser en équipe pour réfléchir à comment améliorer nos pratiques professionnelles. Voilà, donc c'est quelques exemples d'évaluation des pratiques professionnelles que je trouve intéressants. Pierre-Yves. Et puis on a aussi un rôle dans la formation et dans la recherche. Oui. Je m'excuse, en termes de temps, on va être un petit peu pressé, puis pour laisser aussi au suivant le temps de s'exprimer. Je te laisse finir de façon succincte ta présentation. Je vais faire vite. Ouais. Je m'excuse. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait être IPA en France à partir de tout ça ? Eh ben, ce serait de fait une formation universitaire de Grand Master parce que c'est les recommandations internationales et parce que c'est déjà le modèle pour les IPA en France. Ce serait à la fois des compétences cliniques et des compétences transversales. On l'a vu, ce sont les modèles internationaux et c'est déjà ce que font les IPA en France. Et après, ce serait avoir une autonomie dans la prise de décision complexe. On l'avait vu dans la définition sur la première diapo. Et la question, c'est quelle autonomie sur quelle décision complexe ? Est-ce que ce serait dans le suivi du patient? Est-ce que ce serait dans la prise en charge des urgences vitales? Est-ce que ce serait dans des actes techniques comme on a pu voir en Australie, poser des dispositifs invasifs, gérer des trachéostomies? Est-ce que ce serait pour les patients long séjour, la gestion de cas complexes en réanimation, notamment pour essayer de mettre l'accent sur la réhabilitation précoce? Est-ce que ce serait par exemple sur la prise en charge des patients post-réanimation, prendre en charge le syndrome post-réanimation au travers de consultations, d'évaluation globale de la personne à distance de la réanimation? Ça permettrait notamment de pouvoir s'axer aussi sur la compétence transversale d'amélioration des pratiques professionnelles parce que en suivant les patients après la réanimation, on pourrait aussi participer à mettre en place des choses dès l'hospitalisation qui améliorent le suivi de la personne. Donc voilà, finalement, moi, j'ai pas beaucoup de réponses à poser, mais plein de questions à soulever autour de ce thème-là. Si on reprend un petit peu les modèles internationaux, et je vais passer rapidement là-dessus, si on reprend le modèle de l'infirmier clinicien, qui, je vous rappelle, était plus dans le conseil, dans des soins très experts, et être IPA en France, ça serait orienté autour de l'analyse, l'évaluation des pratiques professionnelles, la rédaction, l'actualisation des procédures de soins, en se fondant sur des données scientifiques, donc être capable d'aller chercher des articles scientifiques, les lire, les analyser pour les intégrer dans nos procédures de soins. Ça pourrait être autour de la formation,
évaluer les besoins en formation et élaborer des actions de formation, et puis autour de la recherche, en diffusant des données probantes, en produisant des connaissances par la recherche et en diffusant ces connaissances autour de publications scientifiques et de présentations dans des congrès. Et si on reprend le modèle de l'infirmier praticien, là où on était plutôt en soins primaires, une activité d'évaluation du patient, de prescription, etc., et ben ce serait l'évaluation clinique du patient en réanimation, prendre des décisions complexes. Là encore, je soulève les mêmes questions. Quelle décision pour quel patient? C'est des choses à réfléchir aujourd'hui. Réaliser des actes techniques éventuellement, mais lesquels? Renouveler et adapter des prescriptions médicales éventuellement, mais lesquelles? Quel champ d'autonomie au travers de cette activité de prescription? Pierre-Yves. Et donc c'est effectivement une perspective en réanimation. Il me reste 2 diapos, ça va être très rapide. On sent qu'on a un besoin d'infirmiers référents, d'avoir des majors de soins, d'avoir des coordinateurs d'activités de soins, peu importe comment on appelle ces choses-là, mais on sent qu'on a un besoin d'expertise en réanimation. On sent qu'on a le besoin de développer de la recherche infirmière, de produire et d'utiliser des connaissances scientifiques. C'est aussi, être IPA, une voie d'évolution professionnelle et une façon de fidéliser des compétences dans les services de réanimation, et ça pourrait être une réponse à des besoins non couverts, mais ça reste à évaluer aujourd'hui en France, et donc c'est un levier pour la formation, la recherche et la clinique, et donc être IPA, c'est une perspective aujourd'hui en France. Il faut réfléchir au modèle. Est-ce que ce serait autour des soins critiques, de la réanimation, des soins intensifs? Ça reste à définir. Quel champ d'action, quelle autonomie, ça reste à définir. Et il faut construire un modèle qui réponde à la fois autour des besoins dans les CHU, mais aussi dans les CH et dans le privé. Les prises en charge ne sont pas les mêmes, les ressources ne sont pas les mêmes. Et on sait aujourd'hui, à travers des études et des modèles internationaux, qu'il y a un bénéfice attendu pour les patients. Il faut qu'il soit mesurable aussi en France, adapté au modèle français, à nos organisations soignantes et adapté à l'existant et aux professionnels qui sont investis. Je vous remercie de votre attention. Merci bien Pierre-Yves pour cette présentation. Excuse-nous par rapport en termes de la gestion du temps. Parmi l'Assemblée, est-ce que des gens ont des questions? Moi, je suis un peu moins ébloui. Bon. Oui. Oui, bonjour, Rémi Coudroy, je suis médecin. Je travaille à Poitiers. J'avais une question, c'est quels sont les freins à la constitution d'une IPA de réanimation? Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a une formation d'IPA d'urgence et pas de réanimation à l'heure actuelle? Alors déjà, il y a le frein autour de la nécessité d'évaluer les besoins aujourd'hui en France. C'est des choses qui sont pas très bien définies. On avait travaillé un petit peu avec le CNPMIR, avec un des papiers que j'ai référencé là dans ma présentation. Un travail qui est un peu ancien maintenant, hein, sur ce que pourrait être un IPA aujourd'hui en France. Mais je pense qu'il y a encore un travail à faire pour bien définir ces choses-là et puis le porter au niveau politique, hein. Aujourd'hui, les derniers échanges avec la DGOS, par exemple, c'était de dire il n'y aura pas aujourd'hui de nouvelle spécialité IPA en France. Pourquoi? Eh ben, parce que probablement il reste à convaincre, notamment autour du besoin. Donc je pense qu'il y a quand même des freins politiques à lever aujourd'hui pour pouvoir déployer des IPA en France, et il y a un travail en termes de production à faire pour pouvoir argumenter autour de ce besoin d'avoir des IPA en France pour convaincre nos politiques et les impacter. Et puis le frein, c'est aussi être capable de faire du lobbying et donc d'avoir des structures professionnelles qui nous représentent, qui soient fortes et qui puissent pousser ça. Et donc je rejoins ce qu'a dit Sabine tout à l'heure. Il faut avoir des infirmiers qui s'impliquent dans l'avenir. On a besoin de vous. On a besoin de personnes qui mettent le pied dans la porte pour justement aller voir ces politiques et leur expliquer notre besoin. Et puis on a besoin de continuer à travailler avec la SRLF, la SFAR, le CREF, le GFRUP, les sociétés européennes, puisqu'il y en a, pour pouvoir essayer d'impacter nos politiques. Eh ben, merci bien pour... Allez, une dernière question, mademoiselle.
Lucie en haut. Pardon. Bonjour. Il y a plus personne. Moi, je voulais savoir, je suis infirmière en réanimation, j'aurais aimé savoir pourquoi on prend le parti de former des IPA et pas partir sur une formation un peu comme ça se passe en Suisse ou en Belgique où c'est 2 ans post-diplôme et ça reste une spécialisation en réanimation. Pourquoi avoir pris ce parti-là et pas la spécialité réa comme peut être la spécialité IAD ou voilà, comme ça se fait ailleurs. Ouais. Alors, je vous remercie de votre question, c'est une très bonne question aussi. Alors, finalement, la différence entre la spécialité et l'infirmier en pratique avancée, elle est très discutable. Aujourd'hui, les spécialités infirmières en France ne sont pas IPA, mais vous l'avez peut-être suivi dans l'actualité, les IAD, les PUR, les IBOD demandent aussi à pouvoir passer en pratique avancée. Par exemple, les IAD aux États-Unis sont des IPA et il y a d'autres modèles comme ça dans d'autres pays. La réflexion autour de la définition de l'IPA à l'international, elle est toujours d'actualité. Et donc là encore, c'est plutôt une décision politique. Quand on avait pu discuter entre l'AFNIR et la DGOS avait dit voilà, aujourd'hui on est plutôt en train de faire évoluer le métier infirmier autour d'un modèle de pratique avancée. Donc si vous voulez faire évoluer le métier d'infirmier en réanimation autour d'une forme de spécialisation justement, prenez le modèle des IPA. C'est un modèle universitaire, c'est un modèle d'évolution des compétences, etc. C'est un peu plus récent dans l'actualité, dans l'air du temps. Donc, dans l'air du temps français, en tout cas à ce moment-là. Et donc, prenez plutôt ce modèle-là. Et c'est pour ça que il y a cette controverse aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on réfléchit autour de ça. Et puis parce qu'il y a des modèles aussi internationaux. Et finalement, le modèle suisse et le modèle belge, c'est des modèles qui sont très intéressants aussi. Mais finalement, on pourrait très bien se poser la question de savoir si ces gens-là sont pas aussi des IPA, parce qu'ils ont des connaissances, des compétences supplémentaires pour prendre des décisions complexes auprès des patients. Ils ont un champ d'autonomie dans la prise en charge globale de la personne soignée. Et donc, quelle est la différence avec les IPA? Je sais pas trop. Voilà. Eh ben, merci bien pour cet échange. Avec plaisir, merci à vous.